Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Sylvestre / jour de l'an de fin de séance. Je suis Areski et aujourd'hui on va parler de Showgirls 2, Pennies from Heaven. Hollywood, huh? I'm gonna be a star. A star? Fucker? It'd be perfect to play that part. You gotta take dance classes. Alvin Ailey, Joffrey, Juilliard. It's ballet technique. You gotta have that if you want to be a dancer. Bitch, you stole my customer. Did you spare a cigarette for an old showgirl? Ain't no happy ending, man, when you're chasing that dream. Aujourd'hui avec moi Alice et Arnaud, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Simplement une petite intro rapide pour dire à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas d'aller sur iTunes, nous mettre 6 étoiles sur 5 au moins et un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Et je vais faire de l'autopromo parce que je serai le 11 janvier, le mercredi soir au Comptoir du Rire à Toulouse, donc voilà, n'hésitez pas à venir. D'autres choses à plugger peut-être de votre côté, vous aimeriez bien que des gens fassent quelque chose, prennent des résolutions spéciales pour 2017. Le 11 janvier, je serai sûrement en train de nourrir des pigeons au bord d'une mare, mais ne m'approchez pas s'il vous plaît. D'accord, voilà. On peut prendre des photos de toi quand même On peut. Voilà, alors faites-le, Instagrammez les pigeons qui sont nourris par Arnaud. Bon. Attends, je crois qu'on a plus du tout Alice en fait. Si, je suis là. Vous m'entendez pas? Ok. Bon, non, mais en fait, on te voit pas, mais. D'accord. Mais, écoute, on là. ne pourra pas voir ton manteau en léopard que tu portes spécialement pour le 31. Ah, ça y est, tu reviens. T'es revenu, ça y est, tout va bien. Ouais. Il est derrière le manteau. Ouais. Est-ce qu'on doit expliquer un petit peu la genèse de cet épisode? Parce que forcément, on avait sorti l'épisode Showgirls, l'épisode Oldies but Goldies, et quelque part, c'est un épisode aujourd'hui Oldies but Goldies. Et l'épisode s'est terminé en une petite blague de ma part, et peut-être que je la regrette un peu, on se reverra pour Showgirls 2. Et en fait, un de vous qui était beaucoup trop renseigné, a su que Showgirls avait une suite. Et donc, c'est devenu un petit peu le running gag qui est passé même pour l'épisode Juste la fin du monde. D'ailleurs, je voudrais à ce sujet juste installer dès maintenant que Roadhouse va avoir un remake. Ah, c'est vrai. Attention, avec Ronda Rousey dans le rôle de... Avec de Patrick Swayze. Rendez-vous. Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'allais vous demander quel aurait été votre casting pour un remake de Roadhouse, tu vois. On en parle. Ronda Rousey, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est pas mal pour le coup, mais pour le coup, ça risque de devenir un bon film, tu vois, pas un nanar. Bon, commençons d'abord par Showgirls 2. Showgirls 2, alors du coup, quand je sais plus si c'était Alice ou Arnaud, bon, l'heure n'est pas au blâme, qui avait dit qu'il y avait un second Showgirls. Je crois que c'est moi. C'est toi. On avait vite fait regarder la bande-annonce. Et alors dans la bande-annonce, qui avait l'air déjà très très cheap, il y avait quand même 3 acteurs dans les premières 10 secondes du film. Il y avait quand même 3 acteurs du premier, c'est-à-dire Rena Riffel qui jouait une stripteaseuse dans le premier film, et puis également le chorégraphe noir, et également un des mecs qu'elle rencontre dans le film au début, qui était censé la prendre en autostop. Bref, tu te dis, mais en fait c'est vraiment une suite, c'est-à-dire qu'ils ont eu vraiment tous les feux verts pour le faire. Mais rien ne m'avait préparé à ce qu'on a vu. Parce que, clairement, je pensais que c'était cheap à la bande-annonce, mais le film en lui-même, c'est une vidéo YouTube faite par des gens qui ont vu 4 films dans leur vie. Et là, t'es généreux. Là, t'es généreux parce que je pense qu'avec 4 films, déjà, si tu choisis les bons films, tu sais à peu près qu'une caméra, ça doit se poser sur un pied quand c'est censé être en plan fixe. Mais c'est fou. Et là, non, c'est vraiment... tu donnes ta caméra à mamie, qui a jamais vu une caméra. Voilà. Une et qui a DV, Parkinson, comme ça. Et puis, tu sais qu'il parle à Tati, mais qui oublie que la caméra, elle est toujours sur l'autre. Voilà, ça donne à peu près ce genre de cadrage, hein, quand même. Est-ce que je peux donner une spéciale dédicace à mon plan préféré du film, oui, comme ça, juste pour lancer? Bien sûr. C'est vers le début du film, en fait, il y a une discussion dans une voiture en marche, et il fait nuit, donc on voit pas l'extérieur. Et la voiture est à l'arrêt, mais pire que ça, le plan est filmé caméra à l'épaule à l'extérieur de la voiture.
Ça fait que on nous donne l'impression que la voiture avance, mais il y a quelqu'un avec une caméra à l'épaule qui marche autour de la voiture pour filmer les personnages. Il y a même pas de bruit de moteur. Non, il n'y avait pas de bruit de moteur. Elle a oublié le montage son. Non mais je ne sais pas ce qu'elle a. Elle a oublié le montage. Moi je te dirais que ça. Moi j'ai envie de lui envoyer une copie du montage interdit de Bazin quoi. Il faut les bases quoi. Non mais je crois qu'elle a même pas téléchargé tous les plugins de iMovie, tu vois. Il faut préciser quelque chose. Donc Rina Riffel, qui est l'actrice qui jouait dans le premier Showgirls, la stripteaseuse qui savait pas danser. Ouais. Donc un rôle ultra secondaire déjà dans le... Un rôle très très secondaire, et on apprend dans ce film que non seulement elle sait pas danser, mais elle sait pas non plus jouer, elle sait pas non plus écrire, elle sait pas non plus réaliser. Puisque c'est elle qui joue, qui a écrit, qui réalise le film et qui l'a monté. Alors c'est soi-disant, en plus le marketing de ce film est... Alors il y a deux choses, il y a le marketing totalement en déni, c'est-à-dire ce film est un vrai film, et on veut vous le vendre comme un vrai Showgirls 2. Et ce n'est pas un film amateur. Et il y a l'autre versant du marketing qui est en mode non mais vous comprenez, certes c'est amateur et c'est très cheap, mais c'est très second degré sur ce qui se passe. Et moi ça m'a fait penser un peu à l'excuse de The Room, mais sauf que The Room par rapport à ce film c'est du Tarsem Singh tellement c'est joli The Room. Parce que on pense à The Room dès le départ quand même. Hein, on pense énormément à The Room, ouais. Ça, c'est vrai. Et on se dit, merde, The Room, ça se trouve, c'est vraiment un bon film. Il y a une différence entre ce film et The Room, c'est que malgré tout The Room, j'ai envie de dire, je sens derrière, en fait, la volonté de quelqu'un d'exprimer quelque chose. Ouais. Je sens un auteur derrière The Room. Et ici, on sent plus quelqu'un qui a abandonné un quelconque embryon d'histoire au bout de 15 minutes de... Oui, alors là-dessus, en fait, je reviendrai quand même sur l'histoire, parce que on sent qu'elle s'est intéressée, et qu'elle a vraiment regardé Showgirl 1, ça, on sait qu'elle l'a lu, le scénario, puisqu'elle nous remet régulièrement des scènes très importantes de Showgirl 1. Et elle a la bonne idée, au départ, l'instinct assez bon de dire je vais reprendre le casting original, elle arrive à les récupérer et elle les utilise. Mais c'est comme si effectivement son cerveau n'avait pas assimilé ce qui était bien dans Showgirl 1 et qu'elle prenait tout à revers finalement. Mais il y a un truc qui m'a fait un peu de la peine et je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard. C'est-à-dire que avant de faire ce film, j'imaginais Rina Riffel dans son appartement sans doute dans son motel, dans son motel miteux de Los Angeles, qui passait ses journées à regarder Showgirls 1 comme un peu son moment de gloire. Ouais. Et moi je pensais à Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, tu sais, cette ancienne star du muet qui passe son temps à regarder ses anciennes gloires. Et j'imagine Riffel qui devait faire ça avec Showgirls et qui à un moment donné, en déni de réalité, s'est dit je pense que je suis capable de faire la suite. Ouais. Et la petite apparition de cette comédienne dans Mulholland Drive lui a dit j'ai quand même joué dans 2 grands chefs-d'œuvre du cinéma et je vais un peu mixer du Lynch, ça va être ma patte à moi dans du Verhoeven, parce qu'il faut pas oublier les signatures à Lynch quand même dans le film. Ah oui, mais le film est beaucoup plus proche, je pense, de quelqu'un qui a mal vu David Lynch que quelqu'un qui a mal vu Verhoeven. C'est exactement, c'est une relecture de Lynch dans du Verhoeven. Mais parce que, alors, ce qu'il faut préciser, c'est donc oui, Rina Riffel joue un rôle très très secondaire dans Mulholland Drive, puisque elle joue la prostituée qui est habillée comme Naomi Watts et qui représente un peu la projection de ce que pourrait devenir Naomi Watts si elle ne réussit pas, si elle rate sa carrière d'actrice à Hollywood. Voilà. Ce qui est exactement la même chose dans Showgirls en fait. Ce qui est exactement la même chose dans Showgirls, et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est finalement ce qui est plus ou moins arrivé à Rina Riffel. Mais dans la réalité. Mais dans la réalité, et c'est pour ça que je parlais de déni de réalité, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle elle se rend pas compte de la position dans laquelle elle est. Je vois même pas le second degré dans ça, tu vois. Je sais pas. Bon, on verra, on va faire on va retracer le film, mais juste avant, si vous me permettez, j'ai envie de lire, aux gens qui nous écoutent, j'ai envie de lire la discussion, une partie de la discussion Messenger qu'il y a eu sur ce film. Je pense que oui, moi j'ai hurlé de rire quand même. Hein, parce que il y a Alice déjà, qui était la première du coup à l'avoir vu, parce que nous on l'a vu juste après, Alice qui dit « J'avoue, j'ai dû arrêter de le regarder dans le train, les gens commençaient à me regarder bizarrement. » Ensuite, moi-même, le soir même, j'étais en train de le regarder et je pense que j'en étais vers la 30-40e minute. Je dis 2h25 parce que du coup j'ai regardé à combien j'en étais dans le film.
c'est du softcore porn, mais pour des gens qui ne veulent pas avoir d'érection. Je me sentais mal, je me sentais très seul, personne me répondait, donc... J'avais pas internet à ce moment-là. Non mais c'est pas possible, s'il vous plaît. Je l'avais pas encore vu. C'est une vidéo YouTube, ce film. Le montage qu'on faisait en 3e était meilleur. Je confirme. Et là, j'étais vraiment au fond du seau et je dis, je vais pleurer. Je crois que je vais vraiment pleurer. Et Arnaud me répond, non mais sérieusement, je me sens pas bien. Et du coup là, moi j'avais terminé de voir ce film et j'étais en train de regarder Roadhouse. Et là j'ai dit, putain, je finis Roadhouse là. Je te jure, c'est Citizen Kane après Showgirls 2. Je me régale. Tout est beau. L'image est belle. Patrick Swayze est magnifique. Tout le monde joue bien. C'est mon oxygène après une apnée de 2h30. Moi, je t'avais conseillé de faire l'inverse. Ouais, heureusement, je crois que heureusement que j'ai fait ça parce que je me serais tiré une balle avant de finir. Et Arnaud, quand même, qui dit c'est plus la peine de faire des films d'horreur, celui-là les surpasse tous. Il paraît qu'on a montré Showgirls 2 à Francis Holm. Il aurait déclaré qu'il souhaitait le rétablissement de la peine de mort. Je vais m'arrêter là, mais ça continue encore pendant facilement des années. Pour dire que c'est vrai qu'après avoir vu ce film, on a vraiment envie d'avoir quelqu'un à regarder, avec qui partager ce film. Parce qu'on est quand même 3 personnes assez intelligentes et on a voulu perdre 2h25 de nos vies. Ouais. Et en vrai, a priori, normalement, quand t'as vu 2 minutes du film, t'as compris, tu peux arrêter. Et oui, mais... Ouais. C'est vraiment le film au bout de 2 minutes où on se dit on va souffrir. On va vraiment souffrir. C'est pas du tout le nanar plaisir. Peut-être l'équivalent quoi, Roadhouse ou Cocktail avec Tom Cruise. Ouais. Qui on aurait dû regarder à plusieurs ce film. En fait. On aurait dû regarder ensemble. Et moi j'incite les gens qui nous écoutent là de regarder ce film. Alors je pense que le 1er janvier c'est le moment idéal. On a déjà beaucoup bu, on a beaucoup mangé et on a des hallucinations de nourriture et d'alcool. Continuons dans cette direction. Mangez du chocolat, buvez un shot de vodka à chaque fois que ça joue mal. Et vous finissez mort. Hein, en coma. D'ailleurs, moi, je vous conseille encore une fois d'écouter ce podcast pendant que vous préparez vos toasts de foie gras. Là, il est 15h pour ce soir, réveillon. Vous faites ça et vous allez rigoler. Mais je tiens à dire que exceptionnellement pour cet épisode, il n'y aura pas de partie spoiler pour une raison simple, c'est que si vous comptez sincèrement voir ce film, vous méritez d'être spoilé. Ah oui, bon alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans Showgirls? Oui, attends, qu'est-ce qui non, oui, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que juste la manière de vous raconter. Alors, par contre, j'ai envie de le préciser. Je vous jure qu'on ne rajoute rien en fait à l'intrigue qu'on va vous parler. Vous avez l'impression qu'on invente au fur et à mesure. Mais c'est aussi l'impression qu'on a en regardant le film. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Showgirls? Alors, après avoir décidé de quitter Las Vegas pour arrêter d'être une stripteaseuse, qui déjà jouait une stripteaseuse dans un épisode de Marier 2 enfants il y a 15 ans, qui reste quand même super gaulée 15 ans après Showgirls 1, hein, faut le dire. Ouais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'elle a vieilli parce qu'elle avait déjà fait de la chirurgie esthétique à l'époque. Ouais. Du coup, elle a une tête un peu à la Goldie Hawn, tu sais, un peu super tirée. Donc tu dis, c'est plus datable. Là, il faut faire des trucs au carbone 14, c'est plus possible. Et elle décide donc de poursuivre une carrière de danseuse et non pas de stripteaseuse à Hollywood. C'était un peu ce qui était profilé d'ailleurs à la fin du Showgirls 1, mais avec Elizabeth Berkley. Et là, elle se fait prendre en stop par qui ? Par le mec qui a pris en stop Elizabeth Berkley dans Showgirls. Qui est monté en grade. Cette fois-ci, il a une plus jolie voiture. Ouais. Il a une Porsche, si je me souviens bien. Fait. Comme quoi, le vol de bagages de stripteaseuse, ça rapporte du fric au bout de 15 ans. Par contre, il n'a pas changé de travail. C'est toujours un voleur de bagages. Alors, c'est là que je me suis dit que voler des bagages, ça paye. C'est quand même... Parce que le mec se fait toujours chier à voler des valises, quand même. C'est clair. Je sais pas si... Mais après, on le revoit d'ailleurs à un certain moment dans le film. Il a un sac avec des diamants. Comme quoi, genre, il a récupéré des diamants de, je sais pas, des dizaines et des dizaines de tosseuses. Mec, si t'as un sac de diamants, t'es ultra riche. Qu'est-ce que tu... Apparemment, il dit qu'il les avait trouvés dans les culottes des stripteaseuses ou un truc comme ça. Ouais, et que bien sûr, il allait les rendre aux objets trouvés. Mais bon, ça c'est... Et là, s'enchaînent des scènes un peu bizarres, du coup, avec ce conducteur. Parce qu'ils sniffent de la coke ensemble. Je crois qu'ils baisent plus ou moins ensemble. Oui, alors déjà, c'est une grande différence. Et là, on sent qu'on est dans la merde quand on commence à regarder ce film. C'est que tout le principe, quand même, du premier Showgirl, c'est qu'elle veut pas accoucher, elle veut pas se prostituer, elle refuse. Et elle,
Dès le départ, elle monte dans la bagnole et il la chope en 2 minutes. Hein. Au départ, elle dit un peu non, puis au final, c'est la première. On comprend pas, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, mais il y a pas, là pour le coup, il y a pas, enfin, j'ai pas eu un aspect prostitution. C'était juste genre parce que ça me faisait plaisir, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est même plus, on n'est plus dans la démarche de prendre une revanche ou de se servir du sexe pour obtenir quelque chose de marchandage comme il y avait dans le premier. Là, vraiment, de manière complètement aberrante, finalement, ils se retrouvent dans une espèce de garage ou de hangar et puis ils couchent ensemble pour revenir dans la voiture et sniffer de la coke. C'est voilà, c'est ça. D'ailleurs, il lui fait le coup de la grange, il lui fait le coup de je te laisse dans cette grange, je reviens tout de suite. Et en fait, je vole, je pars, j'ai volé ses bagages. Ouais, voilà. Voilà. Et là, j'aimerais juste en fait faire un parallèle avec Showgirls 1. Ce qui se passe dans Showgirls 1 à ce moment-là, c'est qu'il y a la fameuse scène des frites. Ah oui. Eh oui. Qui est quand même un moment d'acting, en tout cas inattendu, on va dire. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, on découvre le personnage. Et l'équivalent de cette scène dans Showgirls 2, c'est, et là je vais essayer, je dis bien, d'imiter la performance de Rina Riffel dans le film. Elle sort de la grange et elle fait « Oh, il a volé mes valises! Mais qu'est-ce que je vais faire, pauvre de moi !» Voilà. Voilà, je pense que tu l'as bien géré là. Hein. Bah c'est le fameux moment où on prend un shot de vodka. C'est le premier shot. Exactement. Mais attendez, parce que c'est là que commencent les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Elle tombe sur une femme déguisée en Marilyn Monroe, qui est une serial killer. Elle rencontre un trio de personnes très bizarres, habillées bizarrement. Certains en années 30 et une femme effectivement en Marilyn Monroe. Et c'est là qu'on se dit, attends, est-ce que je regarde Showgirls 2 ? Parce que elle rencontre cette Marilyn Monroe qui en fait va tuer 2 personnes. Voilà. Et avec un couteau. Et d'ailleurs, j'ai tellement hâte qu'on parle des couteaux dans Roadhouse. On y reviendra juste après. Et ensuite, qui va se retourner contre notre héroïne là. D'ailleurs, merde, c'est quoi son prénom dans le film ? Elga. Elga, pardon. Ouais. Et donc, elle parvient finalement à tuer la serial killeuse avec son propre couteau. Enfin, elle l'a fait tomber et elle l'a fait tomber. Alors si on commence à pointiller et à regarder toutes les aberrations dans les chutes, les morts, etc. Attendez. Demain on y est encore. Alors on va dire qu'elle l'a tué parce que là, et que vous découvrirez par vous-même ce magnifique moment de cascade, parce que oui, quand il y a une cascade ratée dans le film, c'est 2 shots de vodka. Attendez, petite scène très très bizarre. Elle va pisser dans les bois. La héroïne va pisser dans les bois. C'est hyper important. Ouais, parce que Et elle perd la carte de visite d'un producteur. Non, elle l'abandonne et elle arrose de son urine en adieu à son rêve de comédienne à Hollywood, parce qu'au final, elle veut vraiment être danseuse à Hollywood. D'ailleurs, avant d'utiliser son... un grand geste scénaristique là, Arnaud. Bah ouais, elle a dit non. Excusez-moi. Avant de faire ça, elle embrasse le mouchoir. Enfin bon, bref. Je ne comprends. Il y a une scène qui arrive en plein milieu. Je fais, mais attends, elle fait quoi ? Elle pisse là ? Oui, ok, d'accord, très bien. Non, mais après, c'est là qu'arrive c'est que donc elle est entourée des cadavres de cette serial killeuse, et là arrive un inspecteur de police qui sort de sa voiture pour lui demander si tout va bien, et là l'inspecteur de police reconnaît Elga en disant: mais je me souviens de vous m'aviez fait un lap dance pour mon anniversaire en 1995. Mais oui, référence à Showgirl 1. Alors, attention, référence à Showgirl et référence à la parfaite mémoire de cet homme qui 20 ans plus tard arrive dans ce mec. Il a une mémoire idétique. C'est une excellente stripteaseuse, c'est une mauvaise danseuse, mais par contre, elle fait très bien le job de striptease. C'est vrai, ses lap dances sont vraiment 5 miams. De là, elle va chercher un endroit où vivre à Los Angeles. Et elle va tomber sur un journal où... Alors, non, d'abord elle arpente en fait Mulholland Drive habillée en Marilyn Monroe. Parce que sa super idée, c'est de prendre une robe où une personne a été assassinée, de la revêtir pour passer inaperçue. Bien sûr. Et comme ça, il y a du sang partout. Il y a du sang partout, il y a la preuve de son meurtre, et elle se balade littéralement avec le... Alors, ça aurait pu être une très belle idée de cinéma aussi, hein. Mon Dieu. Ouais. À récupérer quelque part, en faisant quelque chose de bien. Mais là, c'est quand même absurde. Et elle va vivre dans une résidence des 7 sœurs ou un truc comme ça, où le gérant de la résidence... Qui s'appelle Godard. Lui explique...
lui explique des trucs sur la franc-maçonnerie. Elle a volé de l'argent. Elle a volé de l'argent. Ah oui, elle a volé de l'argent. Oui, enfin. Elle a volé de l'argent de la serial killer, donc elle est un peu blindée. Elle est un peu blindée. C'est ce qui lui permet d'avoir une superbe scène de montage à la Pretty Woman où elle va s'acheter des trucs à $30,000, mais dans des friperies. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, elle a des manteaux à 10 € pour chez Guérisol, mais ça vaut littéralement $20,000. Ok, on se moque pas de mon manteau, je l'ai pris ce soir. Derrière. Ce serait tellement bien si c'était le manteau du film, franchement. Et attention, et là, en fait, elle regarde à la télé son rêve. Parce que son rêve, c'est d'être dans une émission de télé, de danse, où, et là, il va falloir que vous m'expliquiez, ce sont les mêmes personnes qui font la même chorégraphie toutes les semaines à la télé. Donc je comprends pas quel est l'audimat de cette émission. Parce que franchement, et c'est censé être une star. Et elle, son rêve ultime, c'est d'être la star de cette émission. C'est littéralement une apparition, quoi. C'est une épiphanie pour elle, ce moment, quoi. Elle tombe, elle se prosterne à genoux devant la télé. Elle dit, je veux faire ça. C'est impressionnant, quoi. À ce moment-là, moi, je dis vraiment, elle est sous crack. Ouais, c'est ça. C'était ma seule théorie, c'est le crack. Et en fait, aussi, c'est là en parallèle qu'elle apprend que ce fameux Godard, donc, qui s'occupe d'elle, qui est dans un culte franc-maçon nazi, un peu. Franc-maçon nazi du 19e siècle, j'ai pas compris. Enfin bon, bref. Eyes wide shut, mais en fait, discount, tu vois. Ouais. En fait, on apprend qu'il est proxénète et qu'il prostitue Helga sans qu'elle s'en rende compte. Alors déjà, oui, en fait, ce mec va l'introniser dans ses soirées Eyes Wide Shut, là, et on ne sait pas si c'est un culte, si c'est des vampires ou des trucs comme ça, et à un gars qui s'appelle Comte Vladimir. Et là, tu te dis, mais est-ce que c'est Showgirls ? Ce film n'a aucun sens. Petit clin d'œil. Moi, j'ai envie de l'envoyer à Paul Verhoeven en DVD pour Noël. Je suis sûr qu'il l'a vu, je suis sûr qu'il se fait des soirées. En fait, ce qui se passe, c'est que pour elle s'est pas du tout prostituée, encore une fois. Mais le lendemain, ce mec-là, Godard, va lui donner de l'argent. Et petit clin d'œil au 1, parce que là, il y a une petite réplique de Gina Gershon du 1, où il lui dit « You're a whore, girl », tu vois. Et d'accord, et tu fais « Bon, d'accord, je sais pas, du coup, maintenant, en fait, c'est directement une pute, on oublie tout de suite le showgirls, quoi. En fait. Mais non, parce que dans cette soirée, elle a rencontré Katia. Ah, Katia. Qui est la femme de Godard, donc. Et il va y avoir une relation amour-haine pendant tout le reste du film avec cette personne. Mais elle est schizophrène, Katia, il n'y a pas d'autre mot. Elle est au moins bipolaire. Dis-moi, elle est bipolaire. Qui dans ce film n'est pas schizophrène? Oui, et elle, par rapport aux autres, elle paraît tu vois, c'est le niveau schizophrène. Donc, pour vous dire à quel point elle est folle, c'est que elle est tarée. Moi, j'ai rien compris à ce personnage. Ouais, moi non plus, en fait. Parce qu'en fait, parfois, elle est super gentille et 4 secondes après, elle demande à des gardes de la sortir de l'émission où elle venait juste en tant que spectatrice. Donc, c'est vraiment très, très bizarre, quoi. Et oui, parce que Katia, c'est la star, ou en tout cas, la doublure de la star dans l'émission de télé que personne ne regarde. De télé que personne ne regarde, voilà, qui est le rêve de Helga, l'héroïne. Mais du coup, ce qui se passe avec la star, c'est que elle subit le même accident que dans Showgirls 1, mais à moins bien filmé. Là, c'est 3 shots de vodka pour celui-là, c'est vraiment un spécial dédicace. Tout ça pour que... Quand l'accident fait référence, quand c'est un accident qui fait référence au Showgirls 1, mais qui est raté, c'est 3 shots. Non, mais j'indique, au passage. Alors, pour la scène de la piscine, je sais pas combien de... Là, c'est finissez la bouteille, c'est pas possible. Là, à la limite, c'est une douche au champagne. Ah oui. Et du coup, donc, Katia devient la star de l'émission. Mais pour l'instant, Helga n'a toujours aucun rapport. Et là, par contre, vient une petite proposition de film de la part de Godard, où Godard veut que Helga joue dans un film qui, au début, paraît être un porno. Il dit non, c'est pas un porno. T'inquiète pas, c'est à usage privé. Ok, d'accord. La femme de ménage de la résidence lui révèle... parce que ce qu'il faut dire, c'est que la femme de ménage, on l'aime beaucoup. La femme de ménage d'Olga, c'est une femme de ménage qui fait le ménage en lingerie pendant tout le film derrière. Enfin, pourquoi en lingerie vraiment d'un film porno. Un lingerie sex shop quand même. Ouais, exactement, c'est merveilleux. Cette bonasse vient lui révéler. Elle a un plumeau et elle fait que l'agiter en l'air, c'est-à-dire qu'elle ne l'agite jamais sur des surfaces solides. Tu comprends pas trop en fait comment elle a été engagée. Peut-être qu'il y a des
webcam en fait dans cette résidence depuis le début. C'est comme ça qu'il a de l'argent, ce Godard. En fait, il a une chaîne YouPorn. Mais Godard, c'est un génie, hein, on le sait, tout le monde le sait. Et enfin, bref, tout ça pour dire que dès que Godard s'en va, la bonasse en lingerie vient lui révéler à Helga que non, ne va pas faire ce film parce qu'en fait, ce sont des snuff movies où tu risques de te faire tuer en direct, quoi. Et tout ça pour un sacrifice de divinité païenne. Encore une fois, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et pourquoi tu me parles de ça? Chose dont on ne fera plus référence jusqu'à la fin du film. Oui, c'est fini. D'accord. Ouais. Oui, mais bon, ça nous amène à beaucoup de scènes avec Katia par ailleurs. Ouais. Et c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien les scènes avec Katia. Les grandes discussions avec Katia me plaisent. Moi, dans Final Enemy, c'est ce que je ferais si je devais raccourcir le film et garder qu'une chose, ça serait les moments avec Katia. Des scènes où, c'est vraiment la relation. Où Katia, qu'on essaie de nous faire passer pour une ex-danseuse du Bolshoi ou quelque chose comme ça, avec son 95D, va enseigner à Helga comment danser. À la maison, entre deux saucisses à manger, parce qu'il y a une scène de saucisses. On peut parler de la scène des saucisses. Vas-y. Vas-y, Alice. Ah mais mon Dieu, mais oui, voilà. Alors pourquoi j'aime les scènes avec Katia, c'est que déjà on passe de l'amour à la haine, et à la limite on pourrait avoir vraiment le pire remake de tous les temps de All About Eve, ok. Pourquoi pas, on pourrait condenser ça sur 20 minutes avec leur scène. Mais là vient une scène dans une cuisine, deux femmes dans une cuisine qui partagent, c'est le moment où Katia, après une énième dispute, je crois, vient s'excuser, il me semble, c'est le prétexte à ce moment-là. Et alors, elles partagent ensemble, et je pense que vraiment c'est une référence à Showgirl 1, une espèce de revanche sur l'homme, en cuisinant, faisant bouillir donc des saucisses qu'on appelle en anglais winner, qui est quand même le mot pour pénis. Et donc elles piquent fièrement leur winner comme ça, et c'est leur revanche. Est-ce qu'elle les pique? Je crois qu'elle les pique même pas, tu vois. Si elle les pique. Il me semble qu'elles ont des pinces à un moment. Et ouais. Elles font chin-chin. Ah oui, c'est des pinces. C'est vrai que c'est des pinces. Tu vois, si au moins il y avait l'acte de. Tu vois, exactement. Il y a rien en fait. Du Showgirl 1 où normalement elle aurait exactement. été pris, Exactement. Puis la manière de couper un concombre aussi, on pourrait faire un tuto cuisine dessus, quoi. C'est. Alors là, mais cette coupe du concombre, tu vois clairement que en fait, Rina Riffel, c'est la première fois de sa vie. Qu'elle fait de la cuisine déjà tout court. Qu'elle coupe un légume, quoi. Pauvre légume. J'ai eu de la peine pour le légume. Mon Dieu. Non, mais c'est triste parce qu'ils ont été obligés de le jeter. Tu peux pas le bouffer après, quoi. Il est trop mal coupé. Toutes ces scènes entre Katia et Helga vont se finir dans le climax dont tu parlais tout à l'heure, dans la piscine. Voilà. Où là, gros clin d'œil à la scène de la piscine dans le 1 où il y a Kyle MacLachlan et Elizabeth Berkley. Sauf que là, personne n'a de pénis, donc je sais pas du tout ce qu'elles sont en train de faire. Alors, c'est hyper. Tu sais pas. J'ai réfléchi, c'est un ciseau hyper. Ouais, je sais pas. Le seul moyen, c'est un ciseau. Il y a une des deux a un problème avec son vagin parce qu'elle est super haute pour faire un ciseau. C'est-à-dire que pour moi, il y en a une qui c'est un ciseau sur un nombril ou juste en dessous des seins, quoi. Elles ont raté un truc. Au ralenti d'ailleurs, parce que par rapport à Elizabeth Berkley. Et pendant qu'elles font ça, enfin, je sais pas comment le décrire, pendant qu'elles s'agitent dans la piscine comme si, je sais pas trop quoi, elles miment en fait des bruits d'orgasme. Ouais. Et en fait, je sais pas comment dire, c'est t'as l'impression d'être aux eaux devant l'enclos des pingouins un peu, quoi. Et tu sais pas rendre hommage aux pingouins. de là, il y a la fameuse un remake de la scène d'audition dans le premier, sauf que là en fait elle vient faire le twist. On lui demande de lubrifier ses dents. Mais dès le départ il y a un truc avec le lubrifiant. Oui, tu l'as vu au début. Quand elle se dispute avec une première stripteaseuse au tout début du film, parce que c'est il y a un des mecs, un videur qui les sépare et qui pour les faire se réconcilier leur demande de se mettre du lubrifiant sur les dents. Donc déjà là, bon, j'étais ahurie par tellement de choses parce que les lèvres doivent glisser sur les dents pour sourire plus facilement. Est-ce que tu crois que c'est une critique de comment les actrices sont malmenées dans les auditions au cinéma et qu'il faut toujours sourire, quel que soit le... Moi, je pense que c'était l'accessoire le moins cher. Encore la vaseline, ouais, parce qu'il l'utilise plusieurs fois dans plusieurs scènes. Ouais. On va y venir d'ailleurs. Alors moi, j'ai une question. Parce que cette audition, c'est l'audition pour quelle émission de télé? Parce qu'en fait, est-ce que c'est pour la mission de télé dont elle veut faire partie ou la seconde émission de télé qui est produite par le prêteur sur gage dans lequel elle va vraiment finir? Parce que j'ai pas compris cette audition. Mais en fait. le prêteur sur gage, d'ailleurs, c'est un ancien de Showgirl 1. Ouais, aussi, ouais, je crois. Ouais. C'est le producteur, le fameux producteur avec qui elle dit Versace. Ah oui. Même pas Versace. Donc c'est lui, ouais, c'est Versace. Ouais.
C'est ce moment-là, c'est ce mec-là, comment il se retrouve là, parce qu'il n'était pas si mauvais acteur dans le 1, bah, je ne sais pas comment il se retrouve là, c'est... Et là, en fait, on lui demande de faire une imitation raciste d'un Chinois à un moment aussi. Ah oui, tu veux dire au prêteur sur gage ? Oui. Ouais. Parce que je ne comprends pas, parce que c'est son émission à lui, puisque c'est lui qui l'a créé. Enfin, je comprends. D'ailleurs... Mais il est prêteur sur gage. Mais d'ailleurs, on essaie de nous faire croire qu'il y a un public quand il présente ça, sauf qu'il y a, il y a zéro... pas de son ni rien, Mais au moins un son d'applaudissement. Mais avec la scène de la voiture, t'as compris que le sound design du film était... même pas basique, en fait, c'est-à-dire qu'elle respecte même pas les principes de la prise de son direct. Et puis, franchement, c'est tourné dans alors, je tiens à dire, parce que là, ceux qui n'ont pas vu le film, ils doivent être un petit peu perdus avec tout nous, ce qu'on dit. Ils doivent avoir l'impression qu'on le raconte mal, mais non, en fait. On vous raconte de manière linéaire tout ce qui se passe dans le film, et si vous vous sentez un peu perdu, ben on avait la même impression, en fait, en regardant le film. Sauf que nous, on vous donne au moins l'indice de préparer une petite bouteille à côté de vous et des amis, pour au moins faire passer le truc. Ceci dit, si vous avez suivi les règles à boire d'Alice, là, maintenant, je sais pas si vous comprenez les mots qu'on est en train de vous dire. Parce que... enfin, bon, tout ça pour dire que enfin, Helga va accéder à en tout cas au casting d'une émission, qui est donc une émission finalement... mais je sais pas si c'est une émission concurrente, j'ai pas compris ça par contre. Ou si c'est la même émission, mais ils ont changé le... J'avoue que c'est le moment. Mais c'est une émission ou c'est un cabaret ? Il me semble que c'était filmé parce que à l'audition, on dit ce sera pour la caméra et tout ça, donc je sais pas, je comprends pas exactement. Non, j'ai pas très bien compris, là, je dois avouer. Et du coup, c'est Katia à son mot à dire, parce que finalement, elle arrive et c'est quand même elle la star. Et donc, la doublure de Katia, c'est Helga. Et là, ce qu'elle va faire, c'est encore une fois, elle va provoquer un accident. Oh mon Dieu, ça, je crois que c'est le summum du summum des cascades moisies, par contre. Parce qu'elle va mettre de la vaseline sous une chaussure de Katia. J'adore ce plan, j'adore le plan où je prends la vaseline et je le mets sous la chaussure. Oh mon Dieu. Superbe. Si vous saviez comment c'est mal réalisé. Elle accède, du coup, puisque Katia se pète la gueule, elle accède au stardom de cette télé, du câble, hein, j'imagine, parce que je vois pas qui peut dire. Du voisinage. Ouais, voilà. Et du coup, l'inspecteur de police qu'il avait vu au début du film entouré de cadavres, on la reconnaît. Enfin, un payoff pour cette petite urinage dans les bois, là. Et décide de l'arrêter. Quand même l'urine de la jeune fille. Hein. Voilà. Parce que c'est en fait, c'est dans le monde des mutants, hein. C'est un X-Men, ce gars. Il reconnaît l'urine des gens, simplement. Et là, en fait, il y a une séquence d'identification où on demande à un producteur qu'elle avait vu au début du film et dont elle avait la carte de visite de la reconnaître en regardant les culs des différents suspects. En tâtant les culs des différents suspects. Me demandez pas, je sais pas moi non plus. Je sais pas ce qui se passe. À ce moment-là, on est désespéré. À ce moment-là, quand on arrive à ce point-là du film, faut savoir qu'on s'est pris. Attendez, parce que c'est pas fini, parce que. Mais ça m'a même pas étonné en plus quand ça arrive. Avant que ça arrive, il y a eu genre 10 minutes sur j'ai pas de papier d'identité. Pour faire partie de l'émission, et il y a des discussions d'actes de naissance ou de papier d'identité. Bien sûr, mais c'est la référence à Showgirl 1, c'est là où on boit un shot de vodka, c'est dès qu'il y a des références. Mais moi là, pendant qu'il y a des discussions de donnez-moi votre preuve de taxe d'habitation, je sais pas quoi, j'étais là, mais s'il vous plaît, finis ton film maintenant, c'est pas possible, quoi. Et non, elle est plus maligne, elle fait ouais dans Showgirl 1 et il lui demande juste son numéro de sécu, alors que s'ils avaient un peu insisté, ils se rendraient compte et tout, tu vois. C'est là où elle fait sa maline avec le scénario de Showgirl 1. Elle est beaucoup trop forte, cette Helga. Bah oui. Ouais, avec une taxe d'habitation, tu remontes avec tout le monde. Et du coup, bref, voilà. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'elle soit pas... Ah si, elle s'est faite arrêter puisqu'elle va en prison, en fait. Non, elle va pas en prison parce que finalement le producteur il reconnaît son cul. Mais si. Je sais pas pourquoi c'est à lui qu'on demande, mais il décide de pas la mettre en tôle. Elle couche avec le producteur dans une partie à 4. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris. Non, c'est pas le même producteur. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le même. Pardon. C'est pas parce le qu'en même. fait, il reconnaît son cul. À un moment, elle se retourne et elle lui signifie genre non mais vas-y, me reconnais pas. Et si tu me reconnais pas, il y a peut-être une petite gâterie à la clé. Mais en fait, il la reconnaît quand même. Et du coup, elle va en prison pour 6 mois. 3 meurtres, 6 mois. Je sais pas qui était son avocat, mais c'est génial. C'est les États-Unis, O.J. Simpson, je te rappelle. Ah mais oui. En plus, c'est une référence à O.J. Simpson parce que avec elle dit if the ass don't fit, you must acquit.
J'ai adoré. Là, en fait, j'étais vraiment... faut dire que moi, j'ai regardé ça dans une bibliothèque zurichoise de l'EPFL, donc un espèce de l'endroit où il y a que des ingénieurs un peu, vous voyez, vraiment smart. Si vous voulez, je me retenais de rire et j'ai essayé de cacher mon écran, mais là, c'était pas possible. Et derrière Alice, à la fin du film, il y avait 20 personnes qui regardaient le film avec elle. Même pas. Autant dans le train, j'ai eu des regards suspicieux, autant dans la bibliothèque zurichoise, rien. Vous dire, Zurich, c'est sérieux, hein, les écoles, hein, faut les prendre, les ingénieurs. Peut-être qu'ils connaissaient tous le film, ils sont passés à côté, ils ont fait « Ah, Showgirls 2 !» Yes, nice. Et donc, finalement, quand elle sort de prison, elle fait de l'autostop pour aller à Broadway. Ouais. Et elle retombe sur le même gars. Et elle décide de coucher avec lui en lui disant « Maintenant, t'es un starfucker parce que je suis une star. » Parce qu'elle a fait la une d'un fanzine, quoi. D'un fanzine. Une feuille de chou. Je n'ai rien compris à ce film, vraiment. Je sais pas ce que c'est. Je pense sincèrement, je pense que ce film n'a jamais été écrit sur le papier. Je pense qu'ils l'ont improvisé au fur et à mesure. C'est du rétro-scripting, mais en fait, cette meuf, c'est une actrice ratée qui a des potes qui sont des acteurs ratés. Et ils disent que le budget de ce film c'est $30,000. Je pense que le budget de ce film c'est $0. Et pas de temps. Non, moi j'y crois aux $30,000 parce que il y a l'essence, il y a la bouffe, il y a la vaseline. Non mais attends, je reformule. C'est ce qu'elle a payé elle, mais en mode genre moi j'ai payé un micro pour faire un podcast, tu vois, mais je vais pas dire le budget de ce podcast c'est $30,000, tu vois. Elle a fait un Kickstarter, hein. C'est pas vrai. C'est vrai. Elle a fait. Putain mais n'importe quoi. C'est du crowdfunding. Ah mais c'est pour ça. Mais elle a tout pris. Elle s'est barrée après. C'est barrée au Mexique. Oui. Mais je tiens juste à remettre un petit peu à l'échelle. Donc $30,000, c'est le budget de Upstream Colors de Shane Carruth. Comme quoi on peut faire des choses. Hein. Non, mais regarde, il y a des costumes où il y a des endroits. Toi, si je te donne 5 €, tu vas prendre ton temps et il y a moyen que tu passes des appels, et qu'au final, il y a un truc cohérent. Tu vois ce que je veux dire en termes de là où on peut tourner certaines choses, etc. Et là, on me fait faire... Oui, juste faire en sorte que le manteau à $20,000, il soit pas dans une friperie. Est-ce que tu filmes ça dans une friperie? Tu as bien moi, je l'ai acheté, une pote qui travaille chez... dans une friperie. En fait, j'ai acheté à Kilo Shop pour rendre hommage quand même à Jenny. 20 €. Et je sais pas. Donc, s'il était à Paris, 20 € chez Kilo Shop. Hein. Donc, Rina, si tu nous écoutes, le manteau est disponible pour 20 € Rina, à si tu nous écoutes, je fais une plus-value. Hein. Moi, je suis prêt à donner. Je pense qu'on peut à 3 arriver à 50-70 € pour avoir, si tu veux bien nous envoyer le manteau original. Et comme ça, on pourra l'avoir. Ou alors, on peut faire un jeu avec les gens qui nous écoutent. Si quelqu'un, parmi les gens qui écoutent ce podcast, arrive à faire aller au bout du film et à déjà, faire bravo. Une vidéo où il résume parfaitement le film, pas comme nous, tu vois, on fait des pauses parce qu'il est vraiment trop aberrant, mais la personne qui arrive à le mieux nous résumer ce film, peut-être que je pourrais lui offrir ce manteau. Ah, très bien. Voilà. Et j'épinglerai sur la page Facebook sa vidéo pendant genre 1 mois. Oui. Moi, si possible, en ayant fait le jeu à boire. Ah oui, si on peut le faire bourrer, ce serait le théâtre. Moi, je pense que voilà, regroupez-vous, regardez le film entre amis, faites un petit jeu à boire ou pas, ou avec du jus de pomme si vous voulez pas boire d'alcool. De toute façon, vous aurez quand même l'impression d'être bourré en regardant ce film. Et faites une vidéo où vous résumez. La meilleure vidéo, moi, j'offre mon manteau si c'était le cas. Mais j'aimerais juste revenir un tout petit peu donc sur Rina Riffel et sur les raisons d'avoir fait ce film, parce que ce qui est quand même ahurissant, et pour revenir à The Room, c'est que dans The Room je vois quand même une envie de cinéma. Je vois une envie, tu vois, de raconter, ou même dans les films d'Ed Wood, hein, quand tu regardes un film d'Ed Wood, tu sens vraiment que c'est un auteur qui essaie de s'exprimer et qui sait pas s'exprimer en fait, qui n'y arrive pas, qui a du mal. Et en regardant ce film, en fait, c'est tout ce que je vois, c'est une actrice ratée qui essaie de renouer avec le peu de gloriole qu'elle avait eu dans sa jeunesse. Et je vois rien d'autre à part ça. Et à aucun moment je vois une envie de faire un plan, tu vois. Je vois une envie de faire... En termes cinématographiques, c'est sûr. Mais après, il y a des... Je sais pas, il y a des tentatives d'humour en mode d'autodérision ou même... Et je me dis... Ah tiens, il y a quand même un vrai être humain qui fait des castings, tu vois, derrière, etc. Et qui a peut-être un petit mot à dire sur le fait d'être un acteur ou une actrice ratée. Mais en fait, c'est tellement dilué dans n'importe quoi
mais n'importe quoi que voilà. Enfin, et je dis ça pour être gentil, hein, parce que ça se trouve c'est juste n'importe quoi du début à la fin. Il y a pas du tout. Non, on a ce moment-là avec Marilyn Monroe au début où la fausse Marilyn tient un discours de ah oui, voilà, je joue la blonde hyper intelligente qui se faisait passer pour une idiote pour pouvoir avoir du travail. Là, je me suis dit tiens, il y a une tentative un peu maladroite, mais elle est là quand même d'apporter un fond. Bon, ça s'est évaporé très très rapidement une fois qu'elle a uriné sur la carte de son ancien producteur après le meurtre de la dite Marilyn. Là, j'ai abandonné en fait. Mais oui, moi au départ, quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit bon, ok, c'est mal filmé, elle sait pas ce qu'elle fait visiblement, et on va souffrir visuellement en regardant, mais peut-être que il va y avoir des choses. C'est quand même une femme qui décide de prendre un peu son destin en main. C'est une comédienne ratée qui dit je vais faire un film, vous allez voir, moi aussi je suis capable. Le point de départ est tout à fait louable en fait. Elle essaye de prendre en charge son truc, et je suis très triste en fait qu'elle le rate finalement. Mais c'est terrible la manière dont elle le fait, parce qu'il y a pas, c'est même pas une tentative. Enfin, je pense à un moment que j'aime beaucoup dans La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, où en fait pendant tout le film il y a un auteur raté qui arrête pas d'être aux soirées, qui arrête pas d'être mis de côté en fait par tout le monde, et où il raconte en permanence le chef-d'œuvre qu'il prévoit d'écrire. Ouais. Et il parle de grands thèmes, de grands sujets, etc. Et à un moment donné, le personnage principal va le voir en fait. Il est en train de faire un spectacle dans un café minable, et en fait il dit juste ce qu'il est en train de penser, et il parle de sa situation, et il dit qu'en fait c'est un auteur raté qui a jamais rien écrit et qui va quitter Rome parce que c'est cet endroit qu'il a détruit. Et il y a un truc extrêmement sincère en fait, et de très très touchant dans cette manière de le faire. Et ce film, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ce moment presque ce moment de lucidité où j'ai cru devenir actrice, j'ai cru aller à Hollywood, j'ai cru compter à un moment, et je me suis rendu compte que tout ça c'était le miroir aux alouettes. Mais en fait, c'est que à aucun moment je perçois cette sincérité en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'elle est toujours dans ça, et je trouve dommage parce que comme tu dis, ça aurait pu être extrêmement touchant. Il aurait pu avoir un petit moment JCVD, tu vois, dans c'est ça. Tout ça. Et tout ce que je vois en fait, c'est une actrice qui fait encore un déni de réalité, qui a toujours l'impression que sa carrière a du sens à Hollywood, quoi. Et je suis persuadé que quand elle fait ce film, elle imagine d'une manière ou d'une autre que ça va renflouer sa carrière, ou qu'on va se mettre à parler d'elle, et il y a quelque chose d'infiniment triste, parce que c'est en fait finalement, comme tu dis, elle, contrairement à plein d'autres, elle a essayé de prendre son destin en main et de faire quelque chose. Mais en fait, comme des milliers d'autres personnes qui tentent leur chance à Hollywood, en fait, son destin a été brisé par la ville, et il y a quelque chose d'infiniment triste dans ça, je trouve. Et encore une fois, c'est un truc qui n'est pas assez abordé dans le film. Elle se rend pas compte qu'elle a joué dans les deux chefs-d'œuvre d'Hollywood qui ont parlé de cette situation, et on dirait qu'elle en a rien tiré, en fait. C'est-à-dire qu'elle a joué ce rôle à 2 reprises, même si c'était un rôle secondaire dans ses films, etc., que c'était vraiment une actrice de background. Et en fait, la vérité, c'est que cette fille, c'est la véritable Diane de Mulholland Drive, quoi. C'est que Lynch a fait un film sur elle, déjà, et a fait un très très beau film sur elle, et ce qu'elle a pas réussi à faire dans ce film. Ou alors ce film est ultra méta, et c'est parce qu'on en parle là qu'existe ce film. Tu vois ce que je veux dire? Le sujet forcément, je pense qu'elle est forcément abordé parce que tu vois un film qui te fait mal au cœur. Donc du coup, tu vas parler du sujet, tu vois ce que je veux dire? Au final, tu fais exactement ce qu'elle voulait faire. Moi, je suis sûr que c'est des... Ça, c'est sûr qu'elle voulait que le film ait un petit succès, je pense, vidéo, comme l'a été Showgirl, échec en salle, et puis succès sous le manteau, et on en parle. Mais je pense que ce film-là, il va s'arrêter. Bah, déjà, parce que c'est un film qu'on peut pas regarder jusqu'à la fin. Nous, on l'a fait, je pense vraiment, parce que au final, on savait qu'on allait faire un podcast, et qu'on a tous une conscience plus ou moins professionnelle. Quoiqu'avec du recul, vraiment, je pense que je le regardais avec des amis et de l'alcool, vraiment. Il y aurait eu moins de douleur. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Arnaud, quand même, pour revenir un peu sérieusement sur ce personnage. Ce qu'on découvre, effectivement, c'est un espèce de portrait de la catastrophe que vivent des milliers de gens qui viennent à Hollywood en étant persuadés avoir une caméra et un physique avantageux. Oui, ils vont suffire ça va leur permettre de... Voilà, mais celui-là, on est du niveau quand même. Je veux dire, à côté, je pense une émission Les Anges de la Réalité, c'est bien foutu, quoi. Et là, on a vraiment quelqu'un qui peine à s'exprimer, à avoir un point de vue, et finalement, c'est ce qui rend le plus triste à la fin. Mais parce qu'en fait, nous, on les voit... Celui-là, il est un peu exceptionnel parce que c'est la suite d'un film culte.
et où la plupart du budget d'ailleurs a dû passer dans les droits du film. C'est ce que je me disais, comment elle a réussi à sécuriser ça, parce qu'en fait, ils disent qu'il y a $30 000 de budget, mais est-ce qu'elle compte les... Tu vois, qui a payé les droits du film et qui lui a donné à elle les droits du film? Parce que le Kickstarter, juste pour avoir $30 000, ça m'étonnerait quand même. Enfin, je sais pas, il faudra se renseigner. C'est peut-être par bonté de cœur que Verhoeven a accepté gracieusement de la laisser. Moi, j'aimerais dire que je pense que ça lui a rapporté de l'argent. Hein. En fait, surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce genre de film, en fait, il y en a beaucoup qui sont faits à Hollywood, et des films d'auteurs ratés qui vont se trouver uniquement sur le net, etc., et dont la seule, en fait, la seule visibilité en salle va être dans la location d'une salle pourrie à 9h du matin un jour pour pouvoir porter un toast avec le reste de l'équipe. En fait, c'est que ces films aussi, ils font partir quelque part ils sont créés par ce système en essayant de créer un lieu comme ça où on donne l'impression que tout est possible, que quelqu'un qui part de rien pourra réussir à faire une carrière, etc. Dans la plus grande splendeur, tu vois, parce que le vieux rêve américain de dire oui, même si tu ne pars de rien, tu vas quand même réussir à être une star et à être quelqu'un, c'est tellement inscrit en eux, et tout le monde croit que même... Enfin... Personne ne regarde vraiment ou ne juge son propre talent, en fait. Personne n'a vraiment un œil critique. On va se dire, moi j'y ai droit, donc je vais le faire. Et il y a ce truc, Tim Burton leur a rendu un très très bel hommage dans son plus beau film, dans Ed Wood, qui est le portrait en fait de celui qui est considéré comme le plus mauvais réalisateur de l'histoire du cinéma. Finalement, il y avait quelque chose de très très touchant dans ce film, c'est que au final, alors que au départ il avait voulu essayer de rentrer dans le milieu pour être célèbre, pour qu'on le célèbre, etc., il finit par faire un film personnel juste pour rendre hommage à son ami mort, et il y avait quelque chose d'extrêmement touchant, et la seule chose que je voulais dire, c'est que je crois qu'on est passé à côté de ce film. C'est que ça aurait pu être ça, quoi. Et voilà. Alors, non, pourquoi, je m'explique juste simplement pour dire pourquoi ça a dû rapporter de l'argent, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont dû se dire, tiens, Showgirls a une suite, et on peut très vite arriver à $30 000 en achetant des DVD. Et j'ajouterais qu'en France, si vous voulez voir ce film, ça ne coûte seulement que 47,80 € le DVD. C'est inadmissible. Qu'on a donc tous acheté. Bien entendu. Mais est-ce que... ça fait mal au budget, hein, sérieusement. Ça a sérieusement entamé le budget de Noël. Je peux vous dire que le reste de mes cadeaux, d'ailleurs je les refourguais, hein, donc je rigole. C'est incroyable. Juste, on a eu notre avis sur ce film. Alors déjà, je vais juste vous demander rapidement vos miams. Moi, je vais pas vous cacher que c'est zéro miam. Non, parce qu'en fait... bon, on en rigole maintenant, mais on aurait pu rigoler sur beaucoup d'autres films aussi. Donc en fait, c'est quand même 2h30 de ma vie. Mais en fait, je vais te dire que c'est que là, sérieusement, j'ai l'impression qu'il faut revoir le barème. C'est un autre barème, c'est le barème des nanas. Si je mets 0 miam à ce film, j'ai mis 1 miam à Star Wars, mais c'est pas juste en fait. Si tu veux, il faut augmenter le barème, ou je sais pas, parce que évidemment que je lui mets 0, je peux pas mettre plus que 0. Ça va être compliqué. Mais je voudrais un barème plus grand en fait. Pour que ce soit un plus gros zéro. En fait, il faudrait le barème inverse que le miam, il faut trouver l'équivalent non miam, je sais pas, le burk. Le burk. 5 burks. 5 burks. C'est 5 burks. Et vraiment, je mets 5 burks pour vraiment de l'émotion, en fait. Voilà, les 5 burks de l'émotion qu'on a, de toutes les avalanches d'émotions qu'on a en regardant ce film. Voilà. Et de douleur aussi, parfois. Principalement de la nuée et du dégoût, hein. Tu varies entre ces deux émotions. Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de sang et de larmes, parce qu'on a vraiment l'impression que parfois on rigole et on pleure un peu, mais c'est douloureux, ça reste quand même un peu sec. Ah, mais tu pleures du sang, c'est quoi. C'est vraiment la larme de rire irritante, voilà. Alors, comme je disais, bon, voilà, vous avez notre avis sur Showgirls 2, mais, sur Amazon, il y a d'autres avis. Et là, j'ai envie de vous donner un extrait de l'avis de Thomas E. Chamberlain, qui titre sa critique par Rena Riffel et la reine des films de série B à Hollywood. Si vous êtes un fan de Showgirls, alors ce film est fait pour vous. J'adore Rena Riffel et son travail dans ses autres films, donc probablement Mulholland Drive et puis l'épisode de Marier 2 enfants où elle a joué une stripteaseuse. Je déteste quand les gens écrivent une critique et spoilent la fin, donc je ne le ferai pas. Je sais pas ce que tu peux spoiler dans ce film, mais c'est pas grave. Vous devez le voir pour y croire, c'est très divertissant, ce film deviendra un culte classique. Et le second, et je crois que c'est mon préféré,
Une tranche de paradis par John Giacobello. Donc ça, c'était 5 étoiles. Là aussi, c'est 5 étoiles. Rena Riffel est une artiste en avance sur son temps. Son timing comique est impeccable. Son style de réalisation ne peut qu'être décrit comme un amalgame de David Lynch et d'Andy Warhol. C'est du théâtre et au-delà. Hypnotique, discordant parfois, spécialement au niveau de l'intrigue et des dialogues surréels, ça relève l'absurdité tout en célébrant le premier. À noter des séquences de danse parfaitement mises en scène et exécutées. Il y a 0 danse dans ce film, c'est incroyable de dire ça. C'est un de mes films préférés et ça ne fait que s'améliorer avec les revisionnages. Voilà. Cela dit, en citant le Andy Warhol cinéaste, il n'a pas tort pour m'être tapé plusieurs films de Andy Warhol. Donc celui qui dure 9 heures ou ouais. Temps déjà celui-là, je l'ai pas terminé. C'est Empire, je l'ai pas terminé. Mais pour avoir eu des films comme des films comme Vinyl ou Chelsea Girls ou des trucs comme ça, ouais, ça ressemble beaucoup. Voilà, elle peut mettre ça, j'imagine, sur sa phase B. Quand elle le ressortira un jour en Blu-ray, ce film, elle pourra dire c'est du Andy Warhol. Voilà, c'était nos avis sur Showgirls 2. Merci à tous. Retrouvez-nous dès demain ou dès maintenant dans l'épisode suivant pour Roadhouse, où là aussi c'est une bonne grosse rigolade pour ce second nanar du jour de l'an. Le double feature continue avec Patrick Swayze.